Il faut toujours commencer quelque part en fait. Parce que j'aime les chiffres. On se plonge vraiment dans le sujet. J'aime bien savoir en fait où je vais. Ça, c'est un côté aussi que moi j'aime beaucoup. Eureka FIP, Bienvenue dans le podcast de l'École nationale des finances publiques. qui vous aidera à trouver votre voie. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de Eureka FIP, le podcast de l'ENFIP, l'École nationale des finances publiques. Aujourd'hui, je reçois Faisal. Bonjour. Bonjour. Et on va commencer par cette première question. Comment ça va ? Ça va plutôt bien. Ça va plutôt bien. Alors Faisal, est-ce que tu pourrais me présenter ta situation actuelle, ce que tu fais aux finances publiques et ton métier actuellement ? Alors actuellement, donc, je suis contrôleur programmeur au sein d'un service qui s'appelle le SIL, Service Infrastructure Locale, service qui s'occupe donc de tout ce qui touche de près ou de loin donc au réseau ministériel. Du coup, comment gérer toute cette infrastructure informatique ? C'est ça. Alors pendant ce podcast, on va revenir bien sûr sur ton métier, mais plus que ça, on va revenir sur ton parcours, ce qui t'a mené à ta situation actuelle, et on va repartir d'assez loin parce que je voudrais te demander ce que tu voulais faire quand tu étais petit. Alors, quand j'étais petit, je voulais faire plusieurs métiers à la fois. Je voulais être médecin, je voulais être avocat. C'est pour ça qu'à la base, je m'étais orienté beaucoup plus tard vers les sciences notamment et la littérature. Et donc, forcément, alors c'était des métiers un peu de rêve. Oui. Je pense qu'il y a une grande proportion d'enfants qui veulent faire médecin ou pompier ou pilote de ligne. Finalement, au lycée, tu t'es orienté vers quelle filière ? Alors à l'époque, j'avais fait une filière ES, économique et sociale, et ensuite j'avais enchaîné sur une fac de droit par laquelle j'ai eu donc ma licence. J'ai préféré m'arrêter là parce que j'étais pas forcément, très à l'aise avec le système de la faculté et sur la manière dont la gérance s'effectue. Et je me suis aussi un peu remis en question à cette époque-là. Je me suis dit pourquoi pas faire d'une passion un métier qui en soi est pour moi tout ce qui touche de près ou de loin donc aux nouvelles technologies, à l'informatique, ou même ne serait-ce que, on va dire, à ma curiosité en général. Et c'est pour ça que par la suite j'ai fait un BTS SEO, donc service informatique aux organisations, à l'époque avec une option développement logiciel. Tu as mentionné ce post-bac en droit. Oui. Est-ce que ça fait écho justement à ce rêve de devenir avocat, ou alors c'était une voie un peu par défaut parce que l'économique et sociale te prédestinait un peu à aller en droit ? J'étais intéressé par la discipline, on va dire, de manière abstraite, mais disons que la manière dont le droit était appliqué à la faculté et la manière dont je devais l'apprendre ne me correspondait pas du tout. D'ailleurs, ce parcours, paradoxalement, m'a beaucoup servi en BTS informatique. Aujourd'hui, si tu devais évaluer l'impact et l'utilité qu'a cette expérience en droit, que ça a sur ta situation actuelle, comment est-ce que tu l'expliquerais ça ? Mon parcours en droit m'a appris beaucoup déjà sur moi, au vu de la quantité de travail personnel à fournir. Donc ça m'a appris à travailler seul, à travailler plutôt bien, et surtout de manière claire, synthétique, dans un contexte qui n'est pas forcément élaboré par essence. Donc oui, capacité de synthèse et d'adaptation. J'ai presque envie de dire de résilience par moment. Et est-ce que tu as gardé quand même des notions de cette époque-là pour avoir un point de vue un peu différent dans ton travail ? On sait par exemple qu'il y a du RGPD, qu'il y a plein de législations au niveau français et au niveau européen sur la gestion des données, le droit en informatique. Est-ce que c'est des choses que tu appliques dans ton travail ? Est-ce que le droit t'aide pour appliquer ces choses-là dans ton travail aujourd'hui ? Alors je ne dirais pas qu'il m'aide de manière directe, il m'aide à penser. À l'époque donc de mon oral au concours de contrôleur programmeur, c'est une question qui est tombée. Et j'ai fait tout un laïus à l'époque sur la CNIL, la RGPD, et sur ce que ça représentait d'un point de vue légal, mais aussi d'un point de vue moral. Parce que quand on est au sein donc de la Direction générale des finances publiques, on a accès à des données qui sont sensibles, des données qui sont personnelles, et des données qui doivent être protégées aussi bien donc par les infrastructures que par les agents. Maintenant, alors on va revenir justement sur toute cette réorientation. Pourquoi l'informatique ? Là, j'ai toujours vu l'informatique comme une sorte de bac à sable dans lequel je pouvais peut-être m'exprimer ou ne serait-ce que juste expérimenter. Et il y a le côté aussi très ça marche ou très ça ne marche pas, mais difficilement un entre-deux. Ce qui, effectivement, lors de mon parcours en droit, a été quand même assez frustrant, parce que on va dire que la correction, le point de vue sur une production dépend fortement aussi de la personne qui pose son regard dessus. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est les différents moyens
que l'on a ou que l'on peut mettre en place pour y arriver. Donc il y a une infinité de moyens de mise en place, mais un résultat attendu qui est en soi binaire. Soit ça marche, soit ça ne marche pas. Alors tu fais ce BTS SEO, il s'est bien passé? Plutôt bien. Plutôt bien, malgré mon parcours assez atypique au sein de la promotion. Mais... C'est-à-dire parcours atypique. Avec un bac à l'époque donc économique et social, un parcours en droit, se retrouver donc dans une telle formation qui de prime abord paraît complètement sans rapport. J'ai quand même malgré tout réussi à m'adapter, je pense en grande partie grâce à la fac de droit, sans plus de difficultés, on va dire. Et donc tu arrives à la fin de cette formation, de ce BTS SEO, mais comment est-ce que tu fais la passerelle entre BTS SEO et finances publiques? Qu'est-ce qui t'a orienté, qu'est-ce qui t'a aiguillé sur ce chemin? J'aurais presque envie de dire un concours de circonstances si ce n'est pas le hasard. J'ai entendu parler d'un certain concours, donc de contrôleur programmeur de la DGFiP, même si à l'époque je n'étais même pas au courant qu'il y avait des concours pour rentrer directement à la DGFiP. Je pensais que c'était par exemple uniquement sur profil, ce qui n'est pas le cas. Un collègue de formation lors de mon BTS a fait une alternance donc à Noisy-le-Grand, m'en a fait disons disons la plus belle description, je pense. En tout cas, j'ai pu comprendre à travers son discours que il s'épanouissait pleinement dans son travail et il m'a fortement conseillé de passer ce concours, chose que j'ai fait, pas forcément de manière relâchée, mais de manière ludique. J'ai envie de voir ce que ça donne et ce que c'est. Ouais, donc c'était un test que tu t'imposais à toi-même. C'est ça, en fait, je voyais ça un peu comme un jeu, ce serait peut-être un peu exagéré, mais en tout cas, comme une bouteille à la mer qui s'est avérée plutôt fructueuse. Et donc, est-ce que ce contact avec ce collègue de formation, est-ce que ce contact était ton premier contact avec les finances publiques? Oui, j'ai été confronté donc à la Direction Générale des Finances Publiques en tant qu'usager, un peu comme nous tous, mais néanmoins, effectivement, c'était mon premier contact dans ce cadre-là. Je me suis inscrit par envie, en fait. C'est facile de s'inscrire à un concours des finances publiques? Ah oui, extrêmement facile. C'est extrêmement facile, sous réserve donc de conditions de diplôme. Dès l'inscription, c'était assez ergonomique. T'as mentionné que ce concours était pour toi comme un test. Est-ce que tout de même tu l'as préparé? Oui, je l'ai préparé parce que je me voyais pas faire ça non plus. Je l'attendais aussi d'un certain côté. Donc oui, je l'ai préparé. J'ai essayé de trouver un maximum d'informations, notamment les annales d'examen qui sont disponibles. Donc je les ai refaits à l'époque et j'ai profité aussi de mes ressources pédagogiques du BTS. Et du coup, t'as pu t'appuyer sur plusieurs ressources. En ce qui concerne le concours de contrôleur programmeur, les annales qui étaient donc mises à disposition étaient quand même assez parlants. Il y a eu quelques nuances, quelques concepts à assimiler, mais clairement donc disponibles sur les annales. À partir de ce moment-là, avec un petit peu de temps et de flexibilité, rien ne m'est paru impossible. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour préparer un concours? Qu'est-ce qui, selon toi, dans ton expérience, t'a le plus aidé? Alors, selon mon expérience, paradoxalement, je pense que ce qui m'a le plus aidé, c'est encore une fois la méthodologie, synthétique que j'ai pu avoir par le passé, et aussi des épreuves donc d'admissibilité qui se déroulent donc après les écrits. Après avoir réussi les écrits, on passe des oraux. Et effectivement, le caractère oratoire de ces épreuves a été, je pense, en ma faveur. Et donc, arrive forcément à la fin de la préparation, il faut bien le passer, ce concours. Comment est-ce que tu te sentais la veille? J'avais presque l'impression de repasser le bac, en fait. J'avais clairement l'impression de progresser vers l'inconnu, parce que quand on n'est pas encore de la Direction Générale des Finances Publiques, on imagine en fait quelque chose de très grand, peut-être beaucoup plus grand que nous à proprement parler. Donc j'y suis allé avec un peu d'appréhension, peut-être en étant aussi intimidé par l'image de ce concours et la grandeur de cette administration. Est-ce que le concours en lui-même, alors il s'organise comment le concours? C'est d'abord une épreuve écrite, d'abord une épreuve orale? Est-ce qu'il y a plusieurs épreuves même? Il y a les épreuves de préadmissibilité, les épreuves d'admissibilité, et suite à ces épreuves, on est lauréat ou non.
Les épreuves de préadmissibilité sont donc des écrits sur lesquels il faut avoir donc des notes minimales. Une fois que donc ces écrits sont validés, on est amené à avoir 2 oraux, donc notamment un oral dit de motivation personnelle et un autre beaucoup plus technique, informatique sur le coup, où l'on tire 2 sujets au sort, où l'on doit en dire le maximum devant un jury. Comment est-ce qu'elle s'organise? Est-ce qu'elle était compliquée? Comment est-ce que tu l'as vécu, cette épreuve? Alors je l'ai trouvé assez bien, disons, réalisé, hormis peut-être une petite particularité de mon fait, c'est que donc j'ai bénéficié d'aménagements d'épreuves spécifiques, ce qui fait que ça a ajouté un petit peu plus de charge administrative dans les faits, mais dans le fond, ça m'a permis de pouvoir composer dans une certaine équité. Tu avais besoin quand même de certains aménagements, et il est possible aux finances publiques de bénéficier de ces aménagements, et donc au final, tout c'est bien passé, j'imagine, vu que t'es là. Après l'écrit vient l'oral. Il y a combien de temps environ entre les deux? Peut-être 1 mois et demi, 2 mois. Et donc, entre ces 2 épreuves, qu'est-ce qu'on fait? On attend patiemment son sort, on s'entraîne à fond pour l'oral. Alors j'ai agi de manière peut-être un peu particulière, c'est qu'une fois que j'ai passé ces écrits, je m'étais donné la consigne de littéralement oublier tout ce passage jusqu'à la communication des résultats. Donc suite à ça, j'ai fait de manière très très méthodologique, disons une synthèse de tous les thèmes qui pourront être abordés, enfin littéralement des fiches de révision que j'ai pu, disons, apprendre pour pouvoir en gros entrelacer les connaissances en soi, augmenter au maximum mes chances de réussite si je tire un sujet qui relate une de ces notions, si ce n'est pas plusieurs. Ce concours est quand même assez particulier parce qu'il s'appuie d'une part sur des compétences méthodologiques générales, pas forcément en informatique, puis sur des centres d'intérêt, d'où l'entretien oral qui porte sur les motivations personnelles des lauréats. On fait aussi un certain crochet sur ce que c'est que d'être un fonctionnaire, les devoirs d'un fonctionnaire, entre autres. Voilà, pour vraiment essayer de comprendre et connaître la personne qu'on a en face de soi et s'assurer qu'elle sera un fonctionnaire qui pourra apporter au service public. Qu'est-ce que t'as senti une fois que les dés étaient jetés? En y repensant, je pense que j'étais un peu indécis, un peu aussi soulagé d'avoir pu passer donc ces 5 épreuves, parce qu'il y avait une épreuve facultative lors des écrits, une épreuve de langue, donc 5 épreuves. Enfin, j'étais quand même sorti à l'époque avec un sentiment pas forcément de fierté, mais avec la certitude d'avoir donné tout ce que je pouvais donner. J'attendais les résultats de manière faussement détachée. Le fait d'avoir tout donné, bon, c'est le principal. Voilà. Comment dire, il y a une particularité, c'est que tu passes un concours pour rentrer en formation. Oui. C'est pour ça qu'en fait, c'est des épreuves d'admissibilité. En fait, t'es admissible pour la formation. Et donc, qu'est-ce qui se passe entre le oui qui s'affiche sur l'écran de tu es pris et l'entrée en formation où c'est la rentrée? La formation, donc pour je n'aime pas ce mot, mais les informaticiens, se passe donc à Toulouse, à l'INSIP de Toulouse, dans lequel, pour les catégories B, donc contrôleur programmeur, la formation dure 7 mois sur Toulouse, avec en plus de ces 7 mois une période probatoire en service. Donc, en ce qui concerne la formation théorique, elle est répartie en plusieurs UC, donc unités de compétences, qui reflètent en somme toutes les activités possibles pour un contrôleur programmeur. Il faut savoir que on est amené à avoir, en fonction des services, des missions qui sont quand même très différentes, que ça soit au niveau du réseau, ça peut être de la maintenance, de la conception réseau, on peut faire du développement ou de l'exploitation, enfin c'est très très varié, d'où cette formation qui reste aussi quand même assez dense, malgré tout, très bien dispensée par ailleurs par des gens du terrain, qui ont vraiment un point de vue objectif et qui mettent aussi un point d'honneur à ce qu'on apprenne, bien, notamment aussi si on prend en compte, disons, les parcours assez hétérogène. Et donc, en fait, c'est une formation où se rejoignent plusieurs personnes qui ont des parcours très différents. Quelle ambiance est-ce que ça met dans la formation? Comment ça s'est passé? J'ai été dans une promotion qui était en somme assez humaine, avec vraiment, on avait tous un bon rapport entre nous. C'est une ambiance de travail, certes, mais disons une ambiance
très saine parce que au fur et à mesure, en 7 mois, on a le temps d'apprendre à connaître ses camarades de promo, ses futurs collègues et certains ses futurs amis aussi. Tu as reçu une formation de contrôleur programmeur. Oui. Est-ce que le fait que tu sois en informatique, ça t'a ouvert tout de même la porte à plusieurs métiers, ou alors c'était vraiment un métier focalisé et précis? Alors quand on entre dans la DGFiP, qu'on soit donc de l'informatique ou administratif, on a tout de suite aussi une possibilité d'évolution horizontale. On peut traverser les différents services, ou ne serait-ce que cas typique que j'ai pu observer sur le terrain, des administratifs qui passent donc des qualifications pour devenir programmeurs, et inversement, des informaticiens qui vont vers de l'administratif, ou souvent s'orientent vers le poste d'inspecteur, donc catégorie A, après donc quelques années en interne, ou sous réserve d'avoir déjà le diplôme, le passe en parallèle. D'accord, du coup, il y a toujours, même si tu es dans un domaine, tu n'es pas enfermé dans ce domaine, et puis la formation que te proposent les finances publiques peut te permettre de passer sur un autre métier au sein de la formation. C'est ça, à titre d'exemple, j'ai eu des collègues, donc contrôleurs programmeurs à l'ENFIP, qui ont, lors de la scolarité, passé donc le concours d'inspecteur, analyste ou programmeur système d'exploitation, qui ont été lauréats, et qui retournent en fait à l'ENFIP. Ils repartent pour un tour. C'est ça. Et donc toi, aujourd'hui, tu dirais que c'est possible pour toi de refaire un tour à l'ENFIP, et si tu le souhaitais, potentiellement passer un concours pour devenir inspecteur? Ce serait possible? Alors, sous condition de diplôme, donc une licence 3, du coup, minimum, sous réserve de conditions de quelques années en interne. D'accord, et puis ensuite, il y a à nouveau un concours à passer. Voilà, et exactement le même circuit. Voilà. Donc, tu as mentionné cette formation de 7 mois. Est-ce que à la fin de ces 7 mois, est-ce que c'est difficile de partir sur un poste concret, on va dire? Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que la transition entre formation professionnelle et obtention d'un poste au sein de la Direction générale des finances publiques se passe? Une fois donc la scolarité est finie, si ce n'est même pas un peu avant, on formule des vœux via une plateforme où on saisit les différents établissements et les différents services qui pourraient donc nous intéresser, au même titre que Parcoursup pour les vœux post-bac. Et suite à ça, on a une réponse et on sait également où est-ce que l'on sera affecté. Et donc, tu as forcément un choix de poste dans toute la France? France et Outre-mer. Et donc, à la fin de cette formation, comment se passe l'attribution des postes? À l'époque, donc j'avais eu une visio avec mon chef d'établissement, avec lequel j'ai pu discuter longuement de pourquoi ce choix de service, et au final, d'un commun accord, j'ai eu le vœu que je souhaitais dans cet établissement. Suite à ça, on m'a expliqué plus ou moins les différentes missions. On a pris le temps de m'expliquer vraiment comment se déroulaient, disons, les différentes missions. Au sein donc d'un service informatique à Paris. Venu le jour donc de mon entrée en service, mais en tant que contrôleur programmeur stagiaire, parce que j'étais encore en période probatoire. C'est vrai que ça a été quand même aussi un choc, parce que l'ENFIP ne prépare pas exactement au métier, mais nous apprend à apprendre. C'est un vernis très solide pour qu'on puisse entrer en service et accumuler des connaissances. On apprend la base, mais on l'apprend bien, ce qui permet vraiment de construire par-dessus. Je pense qu'à l'heure actuelle, si je n'avais pas fait l'ENFIP, j'aurais progressé, j'aurais eu moins d'autonomie qu'à l'heure actuelle. Donc c'est vrai que c'était une arrivée plutôt demandeuse en ressources personnelles, où effectivement j'ai été confronté à beaucoup de choses spécifiques donc au ministère des Finances, mais sans cette NFIP, je pense que je n'aurais pas réussi à en arriver là où je suis aujourd'hui. Et donc, lors de cette formation, forcément, tu as des cours. Comment est-ce qu'ils s'organisaient et lesquels t'as préféré? Je pense qu'on pourrait donc scinder les différentes unités de compétences que j'ai pu avoir là-bas en deux catégories. Donc la technique, où là c'était vraiment c'était très informatique pour ceux qui connaissent un tout petit peu, enfin beaucoup d'administration réseau, si je peux dire ça comme ça, quelques langages de programmation, et surtout beaucoup de travaux pratiques où on est donc accompagné sur le plan pédagogique et corrigé en direct
direct ou en collectif. Et ensuite, d'autres, enfin, un tronc commun en fait, où on a donc une partie donc déontologie, RH, ou ne serait-ce que vie au sein de donc la direction des finances publiques. Alors maintenant, je voudrais te poser une question sur tes tâches que tu fais au quotidien. Quand tu arrives le matin dans ton service, tu t'attends à faire quoi? C'est un métier de l'imprévu. Souvent, quand on contacte un service d'assistance, c'est qu'il y a un problème. Et le propre d'un service d'assistance, c'est d'être disponible et d'être capable de résoudre le problème, même si il n'a pas forcément, disons, la solution en dur. Voilà. Donc, j'arrive le matin et j'essaie de me tenir au courant de ce qui va, mais surtout de ce qui ne va pas. Comme ce matin, par exemple, avant de venir enregistrer le podcast. Et voilà, donc ça peut être des interventions assez, de la plus basique à la plus complexe. D'un simple dépannage matériel à quelque chose de beaucoup plus sophistiqué et beaucoup plus conceptuel. Et la tâche aujourd'hui que tu as eu, la tâche la plus compliquée que tu as eu à traiter, c'était laquelle? Là, sur le coup, je fais du suivi de chantier pour la Direction générale des finances publiques. S'assurer que tout est fait dans les règles de l'art, on fait toutes les demandes associées, tout ce qui concerne l'infrastructure logique derrière, parce que les machines ont besoin de logique pour fonctionner, même si on a du mal à y penser. Et voilà, donc c'est la chose la plus complexe, mais aussi la chose la plus stimulante. En fait, on fait des réunions de chantier avec les architectes. Oui. On a de tout ce qui concerne, donc on a les directions, on suit le chantier, on dit ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qu'il faut refaire, ce qu'on demande. En fait, on coordonne tellement de choses en même temps que En fait, c'est même plus de l'informatique, c'est de la gestion de projet, c'est du de la gestion conseil. de projet informatique à très grande échelle. D'accord. C'est sûr. Et vous êtes combien pour faire ça? Dans mon service, en tant que contrôleur, on est deux, mais on est deux monopolisés très longtemps. Donc, en tout cas, pour répondre à ta question, ce qui m'a semblé le plus complexe, c'est justement de confronter une incompréhension, en fait, où on te demande clairement de solutionner la chose alors que toi-même, tu n'as pas la solution. Et tout le cheminement de résolution de panne ou juste d'erreur au sens large, ça peut être vu pour certains comme quelque chose assez complexe. Personnellement, je vois ça plus comme de la stimulation. Aujourd'hui, si tu dois apprendre et acquérir de nouvelles compétences, par exemple sur un nouveau langage, sur des nouvelles tâches, comment est-ce que tu peux t'y prendre? Est-ce que tes collègues, est-ce que la Direction générale des finances publiques, est-ce que ton environnement de travail te met à disposition des solutions pour acquérir de nouvelles compétences et de nouvelles connaissances? Alors dans mon cas, je suis arrivé dans un service qui peut-être paraissait un peu obscur pour certains. Ce service informatique, au vu de ce qu'il manipule, demande des compétences professionnelles très variées et beaucoup plus que ce que l'on pourrait imaginer. Dès mon entrée, j'ai tout de suite compris et on me l'a fait savoir que toutes les questions étaient les bienvenues. Parce que je pense effectivement qu'il y a une certaine compréhension de la part du coup de mes collègues et surtout dont certains aussi qui étaient issus de l'ENFIP. J'ai appris en cette période probatoire avec mes collègues et au fur et à mesure des interventions. Et qu'est-ce que ça veut dire, période probatoire? Est-ce que ça veut dire que tu gardes un contact avec l'ENFIP? Est-ce que ça veut dire que tu es moitié à l'école, moitié sur ton poste de travail? Alors, lors de la scolarité à l'ENFIP, donc il y a une formation théorique, donc qui est 100% à l'ENFIP. On est sur un temps complet. Et ensuite, on est donc envoyé en poste, littéralement, donc pendant 6 mois consécutifs. On dépend administrativement de l'ENFIP. À la fin donc, de cette période, on a un entretien avec le chef d'établissement qui dresse un peu le bilan des compétences et qui donne un avis favorable ou non pour compléter la formation de l'ENFIP. Une fois que ces 2 périodes sont acquises, on est voué à être titularisé. Et est-ce que ce service dans lequel tu fais ta période probatoire, ton stage, est-ce que c'est ce service-là dans lequel tu vas travailler ou alors tu vas être réaffecté une fois cette période terminée dans un autre service? Non, c'est vraiment le service dans lequel je suis voué à travailler. Une fois la scolarité de l'ENFIP complètement validée. Alors aujourd'hui, du coup, tu es en poste, tu n'es plus dans cette période de transition entre l'ENFIP et ton poste actuel. Et si on regarde dans le futur, est-ce que tu as des possibilités d'évolution? Est-ce que
t'as des moyens de progresser, de changer de métier, d'évoluer dans ton parcours professionnel aux finances publiques. Ah oui, j'ai plusieurs opportunités, notamment par exemple en informatique. Le choix le plus classique, ce serait de porter son dévolu sur le concours d'inspecteur, en interne notamment, ou d'autres, à vrai dire, tous les autres concours de n'importe quel ministère. Pour l'instant, ce sont des choses que tu prépares ou alors tu restes sur ton poste pour essayer de le maîtriser de mieux en mieux. Alors je me plais beaucoup donc dans mon poste actuel, mais effectivement j'aimerais peut-être plus tard évoluer vers le poste d'inspecteur. Donc on a un poste d'inspecteur analyste en informatique ou inspecteur programmeur système d'exploitation. Voilà. Donc 2 domaines assez différents. D'accord, mais 2 domaines qui sont quand même atteignables depuis ta situation Ah actuelle. oui, oui. T'as dit qu'il y avait des possibilités transversales, notamment avec des collègues qui passaient de l'administratif vers l'informatique et vice-versa. Est-ce que toi, c'est quelque chose aussi que tu pourrais faire? C'est quelque chose que je peux factuellement faire, mais qui pour l'instant ne m'intéresse pas vraiment. Après, il y a aussi un choix qui peut être fait, c'est de changer de service tout en restant dans un service informatique. Alors pour terminer ce podcast, j'aimerais faire un petit jeu avec toi. Je vais te donner des débuts de phrases. Tu vas devoir les compléter. Par exemple, je n'aurais jamais pu m'en sortir sans... La charte LAN. C'est quoi la charte LAN? C'est en gros le guide des bonnes pratiques que l'on a donc dans notre service en ce qui concerne de près ou de loin le réseau. Un petit peu une bible qu'il faut toujours avoir sous la main, quoi. En tout cas dans la tête. J'adorerais être formé sur... Disons la cybersécurité en général. Je ne pourrais pas faire mon métier s'il n'y avait pas... Mes collègues. En commençant ce métier, je ne m'imaginais pas que... J'allais y arriver aussi bien. Aujourd'hui, je ne pourrais plus me passer de... Internet. Mon métier, il est... Passionnant. Il y a 6 mois, j'étais... Stagiaire. Dans 6 mois, je serai... À mon poste. Et aujourd'hui, je suis... Contrôleur programmeur. D'accord. Ce podcast, il est... Génial. Merci beaucoup, Faisal. Je t'en prie. Voilà, et puis mesdames et messieurs, n'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux, c'est l'École nationale des finances publiques, l'ENFIP, et puis n'hésitez pas à vous abonner pour de nouveaux épisodes de podcast qui arriveront très bientôt. Je vous remercie.